À la lecture du testament, l'avocat de mon grand-père m'a donné un chèque de 40 millions d'euros. Mes parents me l'ont arraché des mains et l'ont brûlé. Je ne les ai pas arrêtés. Je n'ai rien fait. J'ai juste souri. Ce qu'ils ont détruit n'était pas ce qu'ils croyaient, et ce qu'ils ignoraient allait détruire tout ce qu'ils avaient construit. Avant de continuer, dites-moi de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez? J'aimerais savoir jusqu'où mon histoire voyage. Quelle heure est-il chez vous en ce moment? Mettez-le dans les commentaires. Maintenant, laissez-moi vous raconter exactement comment tout cela est arrivé. Je n'avais pas mis les pieds dans le bureau du notaire depuis que la santé de mon grand-père, Armand, avait commencé à décliner. L'étude de Maître Roche, à Bordeaux, sentait la cire d'abeille et le vieux papier. Une odeur qui s'accrochait aux boiseries sombres et aux secrets de famille. J'étais assise droite, mes mains jointes sur mes genoux. En face de moi, ma famille. Mon père, Hervé, était assis, rigide, les bras croisés, comme s'il se préparait à une bataille. Ma mère, Martine, ajustait son collier de perles d'une main parfaitement manucurée, son visage une grimace de deuil à peine convaincante. Et ma sœur, Taï, la favorite, l'enfant chéri, faisait semblant de s'ennuyer en tapotant sur son téléphone, un demi-sourire aux lèvres comme si elle connaissait déjà l'issue. Ils me méprisaient. Je le voyais dans leurs regards fuyants. J'étais Léonie, la paria, celle qui avait osé les défier 10 ans plus tôt. Maître Roche, notaire de la famille Deneuve depuis 3 décennies, s'éclaircit la gorge. Il ouvrit le dossier scellé avec des mouvements lents et délibérés. Nous sommes réunis pour honorer les dernières volontés de Monsieur Armand Deneuve. Sa voix était neutre, professionnelle. Il commença par les legs mineurs. À ma petite fille, Taï Deneuve, je lègue ma montre-bracelet vintage et ma collection de premiers crus classés de 1982. Taï leva à peine les yeux, déçue. Elle s'attendait à plus. À mon fils, Hervé Deneuve, et à sa femme, Martine. Ma mère se redressa. Je lègue l'horloge grand-père du salon principal et un don de 10 000 € fait en leur nom à une œuvre de charité. Ma mère émit un son entre le ricanement et l'étouffement. C'est une blague? Maître Roche l'ignora. Il tourna la page. Le silence dans la pièce était si lourd qu'on aurait pu le couper. Et enfin, il marqua une pause et leva les yeux vers moi pour la première fois. À ma petite fille, Léonie Deneuve, mon amie, ma confidente. Mon cœur s'arrêta. Mon père se pencha en avant. Je lègue l'intégralité de mes actifs financiers personnels, s'élevant à 40 millions d'euros. 40 millions. Taï laissa tomber son téléphone. Le visage de ma mère devint blême. Ainsi que le contrôle exécutif total et les droits de vote du domaine Deneuve. La salle explosa. Quoi? L'hurlement de mon père fit vibrer les verres sur le bureau. C'est impossible. Elle nous a abandonnés. Maître Roche resta imperturbable. Il sortit un chèque de banque certifié de l'enveloppe et me le tendit. Félicitations, mademoiselle Léonie. Je n'eus pas le temps de le toucher. Mon père se jeta en avant, son visage congestionné par la rage. Il m'arracha le chèque des mains. Tu crois que tu peux revenir comme ça? Tu crois que tu peux tout prendre? Avant que je puisse répondre, il sortit un briquet de sa poche. La flamme jaillit. Non, cria Maître Roche. Mais c'était trop tard. Mon père mit le feu au coin du chèque. Le papier se recroquevilla, noircissant, la flamme dansant le long des zéros. Ma mère, dans un accès de fureur complice, attrapa l'enveloppe que le notaire m'avait tendue et la déchira en 1000 morceaux. C'est le prix de la trahison, cracha-t-elle, les yeux injectés de sang. Il me regardait, haletant, attendant que je m'effondre, que je pleure, que je les supplie. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste souri. Un petit sourire triste, un sourire qui ne touchait pas mes yeux, mais qui me maintenait droite. Parce que ce qu'il venait de brûler n'était qu'un morceau de papier. Et ce qu'il n'avait pas vu, c'était l'autre enveloppe, la vraie, lourde et épaisse, qui reposait en sécurité dans la poche intérieure de mon manteau. Il pensait avoir gagné. Il n'avait aucune idée de ce qui venait de commencer. Ce sourire sur mon visage n'était pas un sourire de victoire. Pas encore. C'était un sourire de reconnaissance.
Je reconnaissais ces visages déformés par la haine. C'étaient les mêmes visages qui m'avaient banni 10 ans plus tôt. J'avais 19 ans. J'étais à l'aube de ma vie d'adulte, et mon père, Hervé, avait tracé mon avenir. J'irais à HEC Paris, la meilleure école de commerce. J'apprendrais la finance, le marketing international. Je reviendrais au domaine de Neuf pour gérer l'aspect commercial, comme il disait. Il voulait transformer notre héritage viticole centenaire en une marque de luxe mondiale, une machine à cash. Mais ce n'était pas moi. Mon père ne voyait que la valeur en surface d'une bouteille, le prix sur l'étiquette. Moi, j'aimais ce qu'il y avait en dessous. J'aimais l'histoire. J'aimais le travail délicat, la patience. J'aimais retrouver la beauté perdue, ce qui était caché sous la poussière du temps. Un après-midi de juin, je lui ai annoncé ma décision. Je n'irai pas à HEC. J'avais été acceptée à l'école du Louvre, à Paris, pour étudier la restauration d'art. Le silence qui suivit fut pire qu'une explosion. Mon père me regarda comme si je venais d'avouer un meurtre. Ma mère se tenait derrière lui, les lèvres si pincées qu'elles avaient disparu. La restauration d'art, répéta-t-il, le mot sifflant entre ses dents. Ce n'est pas un métier. C'est un passe-temps de femme oisive. Un caprice. C'est ce que je veux faire, papa. Alors tu le feras sans mon argent, dit-il froidement. Si tu franchis cette porte pour aller à cette école ridicule, tu ne remets plus les pieds ici. Tu n'es plus ma fille. Je l'ai regardé. J'ai regardé ma mère, qui détourna les yeux. J'ai regardé Taï, qui souriait en coin depuis le canapé. J'ai pris mon sac. Et j'ai franchi la porte. Les premières années furent brutales. Ils tinrent parole. L'argent fut coupé. Les appels restèrent sans réponse. Taï m'envoya une seule photo, ma chambre d'enfant, au domaine, entièrement vidée. À la place de mon lit et de mes livres, il y avait des caisses de vin et des crachoirs en argent. La légende disait, nouvelle salle de dégustation. Au moins, elle sert à quelque chose maintenant. J'ai pleuré cette nuit-là. J'ai failli abandonner. Je mangeais des pâtes un jour sur deux. J'étais sur le point d'être expulsé de mon minuscule studio parisien. Et puis, l'enveloppe est arrivée. Pas de nom d'expéditeur. Juste une écriture tremblante mais élégante que je reconnus immédiatement. C'était celle de mon grand-père, Armand. À l'intérieur, il n'y avait pas de lettres. Juste assez d'argent liquide pour payer mon loyer de 3 mois. Cela devint un rituel. Tous les mois, une enveloppe. Parfois avec un peu d'argent. Parfois avec juste un mot. Il n'a jamais critiqué mon choix. Il n'a jamais critéré mon père. Il m'écrivait des choses simples. J'ai vu une photo de ton atelier. C'est magnifique. Ou, continue. Je te vois. Il me voyait. Quand mon père et ma mère avaient décidé de m'effacer, mon grand-père me voyait. La dernière lettre que j'ai reçue de lui, 3 semaines avant sa mort, ne contenait qu'une seule phrase. Une phrase que je portais sur moi, pliée dans mon portefeuille, comme un bouclier. Survivre n'est pas une faiblesse. C'est la première preuve de force. En regardant les cendres du chèque de 40 millions d'euros tomber sur le tapis perçant de Maître Roche, je glissai ma main dans ma poche. Je ne touchais pas l'enveloppe d'Armand. Je touchais la lettre pliée dans mon portefeuille. La force. J'allais en avoir besoin plus que jamais. Car survivre à leur haine n'était que le début. Maintenant, il fallait se battre. J'ai quitté le bureau du notaire sans un mot. J'entendais mon père hurler après Maître Roche, menaçant de poursuites judiciaires. J'entendais ma mère sangloter des larmes de rage, pas de chagrin. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai marché jusqu'à la gare de Bordeaux-Saint-Jean, mes jambes tremblant légèrement. Ce n'était pas de la peur. C'était le contre-coup de l'adrénaline. J'ai pris le premier TGV pour Lyon, ma ville d'adoption, mon refuge. Pendant les 4 heures de trajet, je n'ai pas regardé le paysage défiler. Je fixais l'enveloppe que mon grand-père m'avait donnée. Il me l'avait remise 3 mois auparavant, dans un petit café, loin du domaine. Il avait l'air fatigué, mais ses yeux brillaient d'une lueur intense. « N'ouvre pas ça, Léonie, m'avait-il dit, sa main ridée posée sur la mienne. Pas tout de suite. Garde-la précieusement.
Tu l'ouvriras seulement quand ils auront prouvé qu'ils ne sont pas dignes. Ils venaient de le prouver. De retour dans mon petit appartement à Lyon, j'ai verrouillé la porte à double tour. J'ai préparé un thé. Mes mains étaient enfin stables. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il n'y avait pas de lettres. Juste une petite boîte en laque noir, ancienne et légèrement usée. Je la reconnus. C'était celle où ma grand-mère gardait ses aiguilles. Je l'ouvris. Sur le dessus, posé sur un lit de velours rouge décoloré, se trouvait un chèque. Un chèque de banque certifié de 40 millions d'euros. Il était identique à celui que mon père avait brûlé. Sauf que celui-ci portait un tampon rouge vif, copie non négociable. J'ai souri. C'était donc ça, le leur. Mais je sentais que ce n'était pas tout. La boîte était trop légère pour ce qu'elle contenait. C'est là que mes compétences de restauratrice sont entrées en jeu. J'examinais l'objet. Je connaissais ce genre de boîte. Je passais mes doigts sur le velours. Il y avait une jointure presque invisible sur le côté. Je suis allé chercher ma trousse d'outils de restauration. J'ai pris ma spatule la plus fine, celle que j'utilise pour soulever des couches de peinture écaillée. Je l'ai glissée avec précaution dans la fente. J'ai senti une légère résistance, puis un déclic. Le fond de la boîte s'est soulevé. C'était un double fond. En dessous, il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas de bijoux. Il y avait une petite clé USB noire et une note manuscrite, de l'écriture tremblante d'Armand. Laisse-les brûler là-bas, ma chérie. Ouvre ensuite le vrai fichier. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai branché la clé USB sur mon ordinateur portable. Il n'y avait aucun mot de passe. Juste un seul fichier PDF. Je l'ai ouvert. Ce n'était pas un testament. C'était un acte de transfert de fiducie. Un document légal, complexe, signé, paraphé et authentifié par un cabinet d'avocats suisse 6 semaines avant la mort de mon grand-père. Je ne suis pas avocate, mais j'ai compris l'essentiel. Les 40 millions d'euros n'avaient jamais été dans la succession. L'argent n'était plus au nom d'Armand Deneuve. Il avait déjà été transféré. Il était en sécurité, dans un fonds fiduciaire, un trust, à mon seul nom, inaccessible à quiconque. Le chèque que mon père avait brûlé, n'était qu'une mise en scène. Un appât. Un test. Un test qu'ils avaient échoué de manière spectaculaire. J'ai poussé un long soupir, un mélange de soulagement et d'admiration. Mon grand-père avait anticipé leur cupidité. Il les avait joués. J'ai fermé l'ordinateur, pensant que le pire était derrière moi. J'étais en sécurité. J'avais tort. Je ne savais pas qu'ils avaient, eux aussi, un plan B. Et leur plan était bien plus sombre que le mien. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. L'euphorie d'avoir découvert le plan de mon grand-père s'était dissipée, remplacée par une anxiété sourde. J'avais l'argent, oui. Mais je connaissais ma famille. Hervé et Martine ne laisseraient pas 40 millions d'euros leur échapper aussi facilement. La destruction du chèque n'était pas une fin, c'était une déclaration de guerre. Le lendemain matin, épuisé, je suis sorti de mon appartement de la Croix-Rousse pour acheter un café. L'air frais de Lyon me fit du bien. Je n'étais parti que 10 minutes. Quand je suis revenu, j'ai tout de suite su que quelque chose n'allait pas. La porte de mon appartement était entr'ouverte. Mon sang se glaça. Je n'avais pas de voisin proche. J'ai poussé la porte doucement. Il y a quelqu'un ? Silence. Mon cœur battait dans ma poitrine. J'ai attrapé un parapluie lourd dans le porte-parapluie et je suis entré. Ce n'était pas un cambriolage ordinaire. Il n'y avait pas de vandalisme. Pas de télévision volée, mon ordinateur portable était toujours sur la table. Mais l'endroit avait été fouillé. Une fouille méticuleuse, professionnelle. Les tiroirs de mon bureau étaient ouverts, mes papiers administratifs étaient éparpillés sur le sol. Les coussins du canapé étaient retournés. Mon matelas avait été soulevé. Il ne cherchait pas d'argent. Il ne cherchait pas d'objets de valeur. Il cherchait des documents. Il cherchait l'enveloppe de mon grand-père. Je me suis précipité vers ma table de travail, là où je gardais mes outils. La petite boîte en laque noire était toujours là. Mais le double fond était ouvert.
La clé USB avait disparu. Non. J'ai vérifié. La clé USB était toujours dans mon ordinateur. Ce qu'ils avaient pris, c'était le chèque factice, le « copie non négociable ». Une vague de nausée m'a submergée. Ils étaient venus chez moi. J'ai appelé la police. Ils sont venus, ont pris des notes, mais je savais qu'ils ne trouveraient rien. Il n'y avait pas d'empreinte. La serrure n'avait pas été forcée. Puis j'ai vu. Sur la table de la cuisine, là où j'avais laissé ma tasse de café vide du matin, il y avait quelque chose. Une trace. Une légère odeur. Un parfum. Un parfum que je connaissais trop bien. C'était l'air du temps. Le parfum de ma sœur, Taï. Ce n'était pas un cambrioleur. C'était elle. Elle avait toujours une clé de mon appartement, depuis mes années d'études. J'avais oublié de la lui redemander. Ma propre sœur. Ils avaient dû réaliser leur erreur. Ils avaient compris que le chèque brûlé n'était pas le vrai. Ils pensaient que j'avais un autre chèque, un chèque encaissable. Ils étaient venus le chercher. Et ils avaient pris la copie. Ils ne comprenaient toujours pas le trust. Ils étaient obsédés par le papier. La colère a remplacé la peur. Ils avaient violé mon espace. Ils étaient entrés chez moi. C'était une grave erreur. Ils étaient entrés chez moi. Ils avaient violé mon espace. À ce moment-là, que feriez-vous à ma place? La colère? La peur? Dites-moi dans les commentaires comment vous auriez réagi. Moi, j'ai décidé de contre-attaquer. J'allais sécuriser le trust, contacter la banque suisse, mettre tout en ordre. Mais ce que j'ai découvert ensuite, dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. Mon appartement n'était que le début. Ils n'avaient pas seulement volé un faux chèque. Ils avaient volé ma vie. Le lendemain de l'effraction, je me sentais vulnérable, exposée. J'ai passé la matinée à changer toutes mes serrures. Taï m'avait envoyé un texto, j'ai entendu pour le testament. Je suis tellement désolée pour toi. Papa est fou. Le culot. J'ai effacé le message sans répondre. Ma priorité était de sécuriser les fonds. J'avais le document PDF du trust, mais je devais contacter la banque suisse mentionnée. Mais avant cela, je devais régler mes propres affaires à Lyon. Je me suis rendue à ma banque habituelle, le Crédit Agricole, pour transférer le peu d'argent que j'avais sur un compte plus sécurisé. Je me suis assise en face d'un jeune conseiller. J'ai donné ma carte d'identité. Il a tapé sur son clavier. Il a froncé les sourcils. Il y a un problème, mademoiselle Deneuve. Votre carte est refusée. Comment ça? Il doit y avoir de l'argent dessus. Il a tapé à nouveau. Son visage est devenu pâle. Excusez-moi un instant. Il est parti dans l'arrière-salle. J'ai attendu. Et attendu. Quand il est revenu, il n'était pas seul. Le directeur de l'agence l'accompagnait. Il avait l'air grave. Mademoiselle Deneuve, commença le directeur, il y a une situation très inhabituelle avec votre compte. Que se passe-t-il? Il a hésité, cherchant ses mots. Selon nos dossiers centraux, votre compte n'est pas seulement bloqué. Il est inactif. Inactif? Mais je l'ai utilisé la semaine dernière. Le directeur s'est penché en avant et a baissé la voix. Mademoiselle, le système indique que le compte est inactif car le titulaire est décédé. Le mot flotta dans l'air. Décédé? Oui, dit-il, visiblement mal à l'aise. Selon l'état civil, vous êtes légalement décédé. J'ai ri. Un rire sec, nerveux. Regardez-moi. Est-ce que j'ai l'air morte? C'est absurde. Je le vois bien, dit-il. Mais nous avons reçu une notification officielle. Un acte de décès. Nous ne pouvons rien faire. Votre compte, vos cartes, tout est gelé. Je suis sorti de la banque, hébété. Le monde semblait basculer. J'ai marché sans but. Décédé. Comment? J'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé la mairie de Lyon. Après 1 heure d'attente et de transfert, une femme m'a répondu. Non, mademoiselle Deneuve, nous n'avons aucun acte de décès à votre nom ici. Un bref instant de soulagement.
C'était une erreur de la banque. Attendez, dit la femme. Je vois une note. L'acte n'a pas été enregistré à Lyon. Il a été enregistré à Saint-Émilion. Saint-Émilion. Le village de mon enfance. Le fief de ma famille. Le sang quitta mon visage. Ce n'était pas une erreur administrative. Je suis resté figé sur le trottoir, essayant de respirer. C'est alors que je l'ai vu. De l'autre côté de la rue, à Lyon, devant une boutique de luxe. Une femme me regardait fixement. Elle portait de grandes lunettes de soleil, mais je l'ai reconnue. C'était ma mère, Martine. Elle portait son foulard Hermès préféré, celui qu'elle mettait pour les grandes occasions. Elle n'était pas censée être à Lyon. Elle ne se cachait pas. Elle ne souriait pas. Elle me regardait, simplement. Elle m'observait. Elle vérifiait. Je suis resté pétrifié. Elle a lentement levé la main, non pas pour me saluer, mais pour rajuster ses lunettes. Puis elle est montée dans un taxi et a disparu. Il n'avait pas seulement brûlé un chèque. Il n'avait pas seulement cambriolé mon appartement. Il m'avait effacé. Légalement, j'étais morte. Et ma mère était venue à Lyon pour s'assurer que le fantôme savait qu'il était hanté. J'étais un fantôme. Je suis rentrée chez moi, mais ce n'était plus chez moi. J'étais une personne sans existence légale. Ma carte bancaire était un morceau de plastique inutile. Mon compte en banque n'existait plus. Demain, ce serait peut-être ma carte vitale, mon permis de conduire. Je ne pouvais rien faire à Lyon. Je ne pouvais pas prouver qui j'étais à des gens qui ne me connaissaient pas. La source du problème était là-bas, à Saint-Émilion, au cœur du pouvoir de ma famille. Je devais y retourner. J'ai vidé ma tirelire. J'ai rassemblé tout l'argent liquide que j'avais, à peine assez pour un billet de train. J'ai acheté un aller simple pour Bordeaux. Le TGV fendait la campagne française, mais je ne voyais rien. J'avais l'impression de descendre volontairement dans la fosse au lion, armé de rien d'autre que ma propre existence. 4 heures plus tard, j'étais à Bordeaux. Je n'ai pas appelé de taxi. J'ai pris un bus régional, un trajet long et chaotique jusqu'à Saint-Émilion. Le village médiéval, si beau pour les touristes, me semblait sinistre. Je me suis rendu directement à la mairie. L'employé à l'accueil m'a regardé avec méfiance. J'ai demandé à voir le service de l'état civil. On m'a fait patienter sur un banc en bois usé. Finalement, un homme est sorti. Il était corpulent, avec un sourire mielleux qui n'atteignait pas ses yeux. Une plaque sur son bureau indiquait « Monsieur Dubois, responsable de l'état civil ». Mademoiselle Deneuve, dit-il, comme s'il s'attendait à ma visite. Quelle surprise! Asseyez-vous. Je pense qu'il y a eu une terrible erreur, ai-je commencé, essayant de rester calme. Ma banque m'informe que je suis, déclaré décédé. Monsieur Dubois n'a pas semblé surpris. Il a ouvert un tiroir, a sorti un dossier. Ah, oui. Léonie Deneuve. C'est exact. Il me tendit une copie du document. C'était là, noir sur blanc. Mon nom. Ma date de naissance. Cause du décès, arrêt cardiaque. Signé par un médecin dont je n'avais jamais entendu parler. Mais c'est faux. Ma voix monta d'une octave. Regardez-moi. Je suis là. Je suis vivante. Il a haussé les épaules, un geste lent et exaspérant. Mademoiselle, je comprends votre, et moi. Mais l'administration est ce qu'elle est. Les papiers ont été déposés en bonne et due forme. L'acte a été certifié. Signé par un médecin. Tout est en règle. En règle? Vous plaisantez? C'est un faux. Il s'est rencogné. Si vous le dites. Mais pour l'administration, vous êtes décédé. Si vous souhaitez contester, il faudra déposer un recours auprès du tribunal de grande instance. Obtenir une ordonnance du juge. Et combien de temps ça prend, ai-je demandé, la voix tremblante de rage. Il a souri. C'était la première fois. Oh, avec les délais de justice. 6 mois? 8 mois? Peut-être 1 an. Il vous faudra beaucoup de preuves. C'est très compliqué, vous savez. Il mentait. Il était de mèche avec eux. Mon père l'avait acheté.
J'étais prise au piège. Pendant 6 à 8 mois, je n'existerais pas. Je n'aurais pas d'argent. Pas d'identité. Pas de droit. J'étais un fantôme. Et pendant ce temps, Hervé et Martine auraient les mains libres. Ils étaient les seuls héritiers restants. Ils pouvaient piller le domaine. Ils pouvaient tout prendre. Je suis sortie de la mairie, le soleil de l'après-midi me semblant soudain froid. Ils avaient gagné. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Ils avaient oublié une chose. Mon grand-père. Partie 7, le véritable héritage, environ 700 mots. J'ai erré dans les rues de Bordeaux, un fantôme dans ma propre ville natale. Je n'avais nulle part où aller. Je ne pouvais pas aller au domaine, c'était chez eux maintenant. Je ne pouvais pas louer de chambre d'hôtel, je n'avais pas de carte de crédit valide et presque plus de liquide. Je me suis assise sur un banc de la place des Quinconces, le désespoir me submergeant. J'étais morte. Puis, ma main a touché quelque chose dans la poche de mon jean. Une petite clé en laiton, froide et lourde. Je l'avais oubliée. Mon grand-père me l'avait donnée pour mon 18e anniversaire, juste avant que je ne parte pour Paris. Il l'avait glissée dans ma paume. Ceci est plus important que n'importe quel argent, Léonie, m'avait-il dit. Ne la perds jamais. Tu sauras quand l'utiliser. Quand tu seras prête à te revendiquer. Qu'est-ce que ça ouvre, papy? Ton avenir, avait-il souri. Il y avait un nom gravé dessus. La réserve. Bordeaux. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai cherché sur mon téléphone. Ce n'était pas une banque. C'était une société de coffre-fort privé, ultra sécurisée, dans le quartier le plus chic de la ville. J'ai marché. C'était ma dernière chance. Le lobby était en marbre et en silence. Une femme élégamment vêtue me regarda par-dessus ses lunettes. Puis-je vous aider? La gorge sèche, j'ai posé la clé en laiton sur le comptoir. Ses yeux se sont écarquillés, à peine perceptiblement. Elle n'a pas demandé mon nom. Elle n'a pas demandé de pièce d'identité. Elle a regardé la clé. Veuillez me suivre. Elle m'a conduit à travers une porte blindée, dans un couloir silencieux, jusqu'à une salle des coffres. L'air y était froid. Elle a inséré sa propre clé, puis m'a fait signe d'insérer la mienne. Boîte 17, dit-elle. Elle ouvrit le tiroir en métal et s'écarta. Je vous laisse. J'ai attendu que la porte se referme. J'ai tiré le lourd tiroir. À l'intérieur, il n'y avait pas de lingots d'or. Il n'y avait pas de diamants. Il y avait un seul dossier ignifugé noir. Les mains tremblantes, je l'ai ouvert. La première chose que j'ai vue m'a coupé le souffle. C'était un chèque de banque certifié. Le vrai. Celui-ci était imprimé sur un papier filigrané, avec le sceau de la banque. Il était à mon nom. Et le montant était de 40 millions d'euros. Mon grand-père avait fait 3 chèques. Un faux, que mon père a brûlé. Une copie non négociable, que Taï a volé. Et celui-ci. Le vrai. Mais ce n'était pas tout. En dessous, il y avait une liasse de documents. Des titres de propriété. J'ai lu les adresses. C'était la terre. Les vignes. Le château. C'était le domaine de Neuve. Mon grand-père avait séparé la société d'exploitation, que mon père dirigeait, des actifs immobiliers. Mon père possédait l'entreprise, mais je possédais la terre sur laquelle elle reposait. Sans moi, il n'était plus qu'un locataire. Et en dessous de cela, une autre enveloppe. Elle contenait les certificats d'action de Neuve Holdings, la société mère qui chapeautait tout. Il m'avait légué la totalité des actions à droit de vote. J'avais l'argent. J'avais la terre. J'avais le contrôle. L'argent n'avait plus d'importance. Je tenais l'âme de ma famille dans mes mains. Tout au fond de la boîte, il y avait une petite pochette en velours. À l'intérieur, une deuxième clé USB. Celle-ci était argentée. Et j'allais entendre la voix de mon grand-père une dernière fois. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Je n'ai pas quitté le coffre-fort.
Je me suis assise sur le petit tabouret de la cabine privée, la porte verrouillée. J'ai sorti mon ordinateur portable de mon sac. J'ai inséré la clé USB en velours. Aucun fichier. Juste une icône vidéo. J'ai cliqué. L'écran est devenu noir, puis le visage de mon grand-père est apparu. Il était dans son bureau, au domaine. Il avait l'air si fatigué, plus vieux que dans mes souvenirs. La maladie le rongeait. Mais ses yeux étaient perçants, vivants, pleins de feu. Il a souri. Un vrai sourire, triste. Ma chère Léonie, commença-t-il, sa voix un peu rauque. Si tu regardes cette vidéo, cela signifie que je suis parti. Et cela signifie que le pire est arrivé. Il a toussé, reprenant son souffle. Cela signifie qu'ils ont fait le pire. Ils ont essayé de t'effacer. Mon souffle s'est coupé. Il savait. Il avait su qu'ils iraient jusque-là. Je connais mon fils, ton père, continua-t-il. Hervé, il a toujours été faible. Toujours attiré par l'argent facile, par le pouvoir. Et Martine, elle le pousse. Elle est l'ambition, il est l'outil. Tu as toujours été différente, Léonie. Tu étais la silencieuse. Celle qui ne demandait rien, mais qui voyait tout. Tu voyais la pourriture sous les belles façades. Tu voyais leurs mensonges. C'est pour ça qu'ils te craignent. Et c'est pour ça que j'ai confiance en toi. Des larmes coulaient sur mes joues. Je n'essuyais rien. Ils pensent que l'argent est le pouvoir, dit-il en se penchant vers la caméra. Ils ont tort. L'argent n'est qu'un outil. L'héritage, Léonie, le vrai, c'est la terre. C'est le nom. C'est la mémoire. Et ils sont en train de la détruire. Je t'ai donné l'argent pour que tu sois libre. Je t'ai donné la terre pour que tu aies des racines. Et je t'ai donné le contrôle pour que tu puisses les arrêter. Il fit une pause, le regard fixé sur l'objectif, comme s'il me regardait droit dans les yeux. Ils t'ont peut-être effacée administrativement. Ils t'ont peut-être déclarée morte. Mais ils ont oublié une chose. Les fantômes peuvent être très puissants. Je t'ai laissé une dernière chose. Un dernier atout. Ils pensent avoir fermé toutes les portes, mais j'en ai laissé une entr'ouverte. Ils pensent que l'argent est l'arme. Mais non. La mémoire est l'arme. Voici comment tu vas revenir. La vidéo s'est terminée. Je suis restée assise dans le silence froid du coffre-fort pendant 1 heure. J'ai pleuré. Non de tristesse, mais d'être enfin vue. Comprise. Il m'avait comprise. Il m'avait donné une armure. Maintenant, je devais trouver l'épée. Il avait dit, la mémoire est l'arme. Mais comment? J'étais toujours un fantôme aux yeux du monde. La vidéo était terminée. Je me sentais plus forte, mais aussi plus perdue. Comment revenir quand j'étais légalement morte? Comment utiliser mon héritage si je ne pouvais pas prouver mon identité? Je suis sortie de la banque privée. J'avais besoin d'une alliée. Je n'ai pensé qu'à une seule personne. Madame Gisèle. Gisèle avait été la secrétaire personnelle de mon grand-père pendant plus de 40 ans. Elle était sa confidente, sa mémoire vivante. Elle avait pris sa retraite l'année dernière et vivait dans un petit village du Médoc. Si quelqu'un savait, c'était elle. J'ai utilisé le reste de mon argent liquide pour prendre un taxi jusqu'à chez elle. Elle m'a ouvert la porte. Une petite femme aux cheveux blancs comme neige et aux yeux vifs. Quand elle m'a vue, elle n'a pas semblé surprise. Elle a juste souri tristement. Léonie. Je vous attendais. Elle m'a fait entrer. Il m'a tout dit, vous savez. Avant de partir. Il avait peur qu'il fasse exactement ça. Madame Gisèle, ils m'ont déclarée morte. Je suis bloquée. Je ne sais pas quoi faire. Armand était un homme brillant, dit-elle en me servant un thé. Il a laissé quelque chose pour vous. Il a dit que vous, avec vos yeux de restauratrice, vous sauriez quoi faire. Elle m'a tendu un vieux livre. Un registre comptable du domaine, datant des années 70. Il semblait sans importance. Il a insisté pour que je vous donne celui-ci. Je l'ai feuilleté. Des chiffres, des dates. Rien. Je ne comprends pas.
Regardez attentivement, ma chère, dit-elle. J'ai fait ce que je savais faire. J'ai regardé au-delà de la surface. J'ai emporté le livre près de la fenêtre, laissant la lumière rasante frapper le papier. Les pages semblaient vierges après la fin des contes. Mais, il y avait des marques. Des creux. Quelqu'un avait écrit sur la page suivante, et l'écriture s'était imprimée sur celle-ci. J'ai demandé à Gisèle un crayon à papier. Elle m'a regardée, curieuse. J'ai pris le crayon et je l'ai frotté doucement, en travers de la page. C'était une technique simple pour révéler les indentations. Des lettres sont apparues. C'était l'écriture de mon grand-père. Boîte à 12. Ils vendent ta signature. Mon cœur s'est emballé. Boîte à 12. À la réserve? Il y a une autre boîte? Il avait plusieurs coffres, confirma Gisèle. J'ai embrassé Gisèle et je suis reparti pour Bordeaux. La femme à l'accueil de la réserve fut surprise de me revoir si tôt. La boîte à 12, ai-je dit, sans souffle. Celle-ci était plus petite. À l'intérieur, un seul document. Un contrat de vente. Un projet de vente de la totalité du domaine de Neuve à un consortium d'investissement international. Le prix était astronomique. J'ai tourné à la dernière page. La page des signatures. Il y avait la signature d'Hervé, en tant que PDG. Et il y avait la mienne. Une imitation parfaite de ma signature, en tant que seule héritière. J'ai failli vomir. Ils n'avaient pas seulement besoin de l'argent. Ils avaient besoin que je sois morte pour pouvoir imiter ma signature, contourner le testament, et vendre l'héritage familial centenaire au plus offrant. Ils n'essayaient pas seulement de me voler. Ils essayaient d'effacer 100 ans d'histoire familiale. La haine que je ressentis à ce moment-là était froide, pure et tranchante. J'allais les arrêter. Il me fallait juste la dernière pièce du puzzle. J'ai montré le contrat de vente à Madame Gisèle. Ses mains tremblaient de fureur. Les misérables. Vendre le domaine. Ils ne peuvent pas, ai-je dit, ma voix dure. Pas si je suis en vie. Mais il me faut le prouver. J'ai besoin de l'épée dont parlait Papy. Gisèle a réfléchi. Il m'a laissé une dernière chose pour vous. Je n'ai pas compris pourquoi. C'est juste un vieux tableau. Elle m'a conduit à son grenier. C'était une petite peinture à l'huile, une scène du domaine, très ancienne, le cadre cassé, la toile craquelée et sale. Il l'a toujours gardé dans son bureau, dit-elle. Même quand Martine a voulu le jeter. Je l'ai pris. C'était mon métier. Je savais ce que je regardais. J'ai senti la toile. Il y avait quelque chose, une épaisseur anormale sous la toile de doublage à l'arrière. Puis-je l'emporter? Je suis retourné à mon hôtel bon marché. J'ai étalé mes outils de restauration sur le lit. J'ai travaillé toute la nuit. J'ai utilisé un mélange de solvant doux pour décoller la toile de doublage arrière, centimètre par centimètre, avec une patience infinie. À 3 heures du matin, je l'ai trouvé. Caché entre la toile originale et le châssis, il y avait une pochette en plastique étanche. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait 3 choses. La première, c'était mon acte de naissance original. Pas la copie certifiée. L'original. Dessus, mon nom était Léonie Armand Deneuve. Mon grand-père m'avait donné son propre nom. La deuxième, c'était une liasse de lettres. Des lettres que mon père, Hervé, avait écrites à mon grand-père il y a 15 ans. Je les ai lues. C'étaient des aveux. Mon père avait été pris la main dans le sac, détournant des fonds de la société pour payer ses dettes de jeu. Mon grand-père l'avait forcé à tout rembourser et lui avait fait signer ses lettres, comme garantie. C'était la raison pour laquelle il l'avait déshérité. Il avait la preuve que mon père était un voleur. Et la troisième chose. Un testament. Un troisième testament. Je l'ai lu. Il était daté. Il avait été signé, notarié et enregistré, une semaine après que M. Dubois m'ait officiellement déclarée morte. L'encre était à peine sèche. Il commençait par une phrase, dans l'éventualité où une déclaration de décès intempestive ou frauduleuse concernant ma petite-fille Léonie Deneuve viendrait à être enregistrée, je déclare ce qui suit. Il annulait tous les testaments précédents.
Il me nommait à nouveau seule héritière de tout. Mon grand-père n'était pas un homme d'affaires. C'était un grand maître d'échecs. Il avait su qu'il me tuerait légalement. Alors il avait attendu. Et depuis sa tombe, il avait signé un dernier document, un document qui prouvait que non seulement j'étais en vie au moment de sa mort, mais qu'il le savait. Il m'avait donné le chèque. Il m'avait donné la terre. Il m'avait donné le contrôle. Et maintenant, il m'avait donné la preuve. La partie était prête. Il était temps de jouer le coup final. Je n'ai pas dormi. Au lever du soleil, j'ai pris le dossier ignifugé, le contrat de vente, les lettres de mon père, et le 3e testament. J'ai marché jusqu'au cabinet d'avocat le plus réputé de Bordeaux. J'ai demandé à voir Maître Vasseur. On m'a dit qu'elle était la meilleure, une avocate redoutable spécialisée dans les successions complexes. Sa secrétaire m'a regardé de haut. « Avez-vous rendez-vous » ? « Non, ai-je dit. Mais dites-lui que c'est de la part d'Armand Deneuve. Et que c'est urgent. » 5 minutes plus tard, j'étais dans son bureau. Maître Vasseur était une femme d'une 60aine d'années, élégante, avec des yeux d'acier. Je lui ai tout raconté. L'acte de décès. Le chèque brûlé. Le contrat de vente. Je lui ai montré les preuves. Elle a écouté sans m'interrompre. Elle a lu le 3e testament. Elle a lu les lettres d'aveu de mon père. Quand elle a fini, elle a posé ses lunettes. Elle m'a regardé. Et elle a souri. Nous n'allons pas seulement contester, mademoiselle Deneuve, dit-elle. Nous allons les éviscérer. L'affaire a été portée en urgence devant le tribunal. Ma famille a été convoquée. Le jour de l'audience, la salle était tendue. Hervé, Martine et Taï étaient là, flanqués d'une armée d'avocats. Ils avaient l'air suffisants, arrogants. Ils me regardaient comme si j'étais un insecte. Leur avocat a pris la parole en premier. Il m'a dépeinte comme une jeune femme émotionnellement instable, une enfant gâtée, qui n'acceptait pas d'avoir été déshéritée. Il a affirmé que l'acte de décès était une erreur administrative tragique que ses clients essayaient de résoudre. Puis ce fut le tour de Maître Vasseur. Elle s'est levée, calme, méthodique. « Monsieur le juge, commença-t-elle. Nous sommes ici parce que mes clients, elle fit un geste vers mon père, ont tenté de commettre la fraude successorale la plus éhontée de l'histoire de ce tribunal. » L'avocat de mon père a protesté. Objection. C'est du théâtre. Ce n'est pas du théâtre, dit Maître Vasseur. Elle a sorti la première preuve. Ceci est une déposition signée de Monsieur Dubois, de la mairie de Saint-Émilion, avouant avoir reçu 50 000 € pour antidater un faux acte de décès. Silence dans la salle. Le visage de mon père s'est figé. Deuxièmement, continua-t-elle, ceci est un contrat de vente pour le domaine de Neuve, signé par les accusés, utilisant une signature frauduleuse de ma cliente, alors qu'il la savait vivante. Troisièmement, sa voix monta, ceci est la preuve que Monsieur Hervé Deneuve n'aurait jamais dû hériter, ayant été surpris à détourner des fonds de la société par son propre père. Martine suffoquait. Et enfin, Monsieur le juge, la tout maître. Elle sortit le 3e testament. Un testament notarié, signé par Armand Deneuve après la date du prétendu décès de ma cliente, annulant tout le reste. Elle a ensuite demandé à projeter la vidéo. Pendant 5 minutes, la salle d'audience a écouté la voix de mon grand-père. Je laisse tout à Léonie, parce qu'elle le mérite, parce qu'elle a enduré. Quand la lumière s'est rallumée, le juge a levé la main. Son visage était sombre de colère. Il a regardé mon père. « Monsieur Deneuve, avez-vous quelque chose à dire ?» Hervé était livide. Il n'a rien dit. Le juge a rendu sa décision. Ce tribunal reconnaît Léonie Armand Deneuve comme la seule et unique héritière légale de la totalité de la succession d'Armand Deneuve. Les avoirs de Monsieur Hervé Deneuve, Madame Martine Deneuve et Mademoiselle Taï Deneuve sont immédiatement gelés. Une enquête criminelle pour fraude, faux et usage de faux, et subornation de témoins est ouverte. Ce n'était pas une victoire. C'était une libération. J'ai regardé ma famille. Ils n'étaient plus des monstres. Ils n'étaient que des criminels pitoyables. Mais il restait une dernière chose à faire. Je n'ai pas fêté la victoire. J'ai quitté le tribunal, Maître Vasseur à mes côtés.
La presse commençait à arriver, mais je n'ai fait aucune déclaration. Le soir même, mon téléphone a vibré. C'était Taï. Léonie, s'il te plaît. Je dois te parler. Juste toi et moi. S'il te plaît. Une partie de moi voulait l'ignorer, la bloquer, l'effacer comme ils avaient essayé de m'effacer. Mais la curiosité l'emporta. J'avais besoin d'entendre ce qu'elle avait à dire. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un café anonyme, près de la gare. Loin de nos mondes. Elle était déjà là, l'air hagard. Fini le maquillage parfait et les vêtements de marque. Elle portait un simple jean et avait les yeux bouffis. Dès que je me suis assise, elle a fondu en larmes. Léonie, je ne savais pas. Je te le jure, je ne savais pas. Je n'ai rien dit. J'ai commandé un café. Pour l'acte de décès, je n'étais pas au courant. C'est papa et maman. Ils m'ont juste dit de signer des papiers pour la succession, des trucs fiscaux. Je n'ai pas lu. Je te le jure. Mais tu es venu dans mon appartement, ai-je dit froidement. Tu as fouillé mes affaires. Elle a tressailli. Ils m'y ont forcé. Ils ont dit que tu cachais le vrai testament, que tu essayais de nous voler. Elle a attrapé ma main. Je l'ai retirée. Léonie, tu ne comprends pas, sanglota-t-elle. Mon entreprise de relations publiques, elle a fait faillite. Je suis endettée jusqu'au cou. Papa et maman ont dit qu'ils couvriraient tout si je coopérais. J'avais peur. J'avais tellement peur. Peur de quoi, Taï? Peur qu'ils me fassent la même chose qu'à toi. Peur qu'ils me coupent les ponts, qu'ils me rejettent. Elle me regarda, attendant l'absolution. Attendant que la gentille Léonie la prenne dans ses bras et lui dise que tout irait bien. J'ai posé mon téléphone sur la table. L'application d'enregistrement était activée. Tu as toujours fui, ai-je dit, reprenant ses propres mots. Tu as toujours choisi la facilité. Non, ce n'est pas. Si, c'est vrai, ai-je dit, ma voix glaciale. Tu as choisi de croire leurs mensonges parce que c'était plus facile. Tu as choisi de me trahir parce que tu avais peur de perdre ton confort. Tu es faible, Taï. Je me suis levée. J'ai arrêté l'enregistrement. Je ne me soucie pas de tes regrets, ai-je dit, la regardant droit dans les yeux. Ce sont les regrets d'avoir été prise, pas les regrets d'avoir mal agi. Léonie, attends. Je suis partie. Je ne me suis pas retournée. J'ai marché dans la rue, respirant l'air frais du soir. Je n'étais plus un fantôme. Je n'étais plus une victime. J'étais libre. Le lendemain, je suis retournée à Bordeaux. J'ai signé les papiers avec Maître Vasseur. J'étais officiellement propriétaire du domaine de Neuve. Mon père et ma mère faisaient face à des accusations criminelles. Taï, grâce à mon enregistrement, était poursuivi pour complicité. Je suis allée devant le portail du domaine. Je n'y suis pas entrée. Pas encore. J'ai pris une photo de l'acte de propriété, avec le château en arrière-plan. Je l'ai posté sur mon compte Instagram, que je savais qu'il suivait encore. La légende était simple, ils ont essayé de brûler l'héritage. J'ai hérité des fondations. Puis, j'ai éteint mon téléphone. Je n'avais pas besoin de voir leur réaction. Je ne suis pas retournée à Bordeaux tout de suite. Je suis retournée à Lyon. Ma ville. Je suis allée dans le quartier des artistes, à la Croix-Rousse. J'ai utilisé une partie de l'argent que mon grand-père m'avait secrètement donné au fil des ans, avant même le testament. J'avais acheté un petit espace. Un vieil atelier de restauration, poussiéreux, avec d'immenses fenêtres donnant sur les toits. C'était là que se trouvait mon véritable héritage. J'ai déverrouillé la porte. L'odeur de térébenthine et de bois ancien m'a accueilli. Je me suis souvenu de la dernière enveloppe. Celle que j'avais trouvée dans le coffre-fort numéro 17. Celle que mon grand-père avait marquée, commencez ici. Je l'avais gardée. Je l'ai ouverte. Il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'or. Il y avait 3 choses. Un croquis, dessiné à la main par mon grand-père, de l'agencement parfait pour l'atelier. Une demande de licence commerciale, déjà à moitié remplie à la machine à écrire, avec mon nom. Et une dernière lettre. Elle ne contenait que quelques mots.
Des mots qu'il avait soulignés 3 fois. Construit quelque chose qu'ils ne pourront pas effacer. Je me suis assise sur le sol poussiéreux, le soleil de Lyon inondant la pièce. Le poids des 40 millions d'euros avait disparu. Le poids de la haine de ma famille s'était envolé. Ce n'était pas une vengeance. C'était une renaissance. J'allais restaurer des tableaux. J'allais restaurer le domaine, à ma façon. Et j'allais restaurer mon nom. Mon histoire est celle d'une reconstruction. C'est l'histoire de retrouver sa propre voix quand tout le monde essaie de vous effacer. Mon grand-père m'a donné les outils, mais c'est moi qui ai dû me battre. Avez-vous déjà dû vous battre pour retrouver votre voix ou votre place? Avez-vous déjà été trahi par ceux qui auraient dû vous protéger? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun d'entre vous. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner si vous croyez, comme moi, au pouvoir de la vérité et de la résilience. Merci de m'avoir écouté.